La finance durable, ce style de gestion qu'on appelle ESG, qui respecte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, eh bien cette gestion ESG sort-elle renforcée de la crise? On pose la question à Alain Pitous qui va nous répondre oui, évidemment. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Je pense que j'ai pas appelé la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'il est directeur de la finance responsable chez SGAM. Non, pas chez SGAM, chez Talence. Non, pas chez Talence. Chez Ophi, comment ça va? Très bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hein. Bah oui, confinement. Bon, on vous retrouvera bientôt en plateau. On rappelle quand même juste, Alain, le principe de l'ESG, pardon, c'est pour laisser personne sur le bord de la route. Ouais. On prend en compte pas seulement les critères financiers pour évaluer les boîtes cotées, mais les critères extra-financiers pour valoriser donc ces entreprises, avec leur empreinte sur l'environnement, sur l'économie, comment elles traitent leurs salariés, s'il y a des contre-pouvoirs au sein de la direction, c'est tout ça en 2 mots? Exactement. Donc, en fait, c'est de prendre, et c'est une règle de bon sens, hein, c'est d'analyser toutes les données possibles, imaginables que vous pouvez avoir sur une entreprise. Sur Et pas seulement financières. Et pas seulement financière, parce que la finance, c'est une chose, ça donne... Les profits, c'est important quand même. Hein, bien sûr, non, non. Vous savez, on actualise au taux d'intérêt, les profits futurs. On a vu ça à l'école. Oui. Hein. Oui, tout à fait. Et alors, le point qui est important, c'est de voir que, en fait, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que on s'en serait douté, mais c'est mieux en le démontrant, que de prendre en compte tous ces aspects-là permet de détecter des entreprises qui sont plus résilientes que les autres. Et puis, au bout d'un certain temps, c'est aussi, on s'aperçoit, et ça c'est le point, on va dire un peu nouveau depuis ces dernières années, c'est de s'apercevoir que ça fait partie aussi des éléments qui permettent de détecter de bonnes stratégies des entreprises et donc des opportunités d'investissement. Ouais. Juste, la question qu'on se pose, c'est est-ce que, dans quelle mesure le ESG a fait preuve de résilience dans cette crise? Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le voir. Il y a déjà la clé d'entrée sur les flux d'investissement. Et là, apparemment, c'est pas nouveau, parce qu'il y a toujours eu des flux d'investissement qui étaient positifs, mais contrairement à d'autres segments de marché ou même les actions qui ont décollecté, ce segment de marché-là, ESG, a continué à attirer des flux et à collecter pendant cette crise. C'est intéressant, ça. Oui, alors ça a été un peu une surprise parce que ça avait peut-être pas été aussi marqué en 2008, c'est la dernière grosse crise qu'on ait pu connaître sur les marchés financiers. Là, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Alors, je pense que globalement, ce qui est important avec le ESG, ce qui s'est passé dans les dernières périodes, c'est que ça n'a pas changé la tendance, ça l'a accéléré. Et nous, on a une conviction profonde, c'est que ça va continuer. C'est-à-dire que la tendance qui était à prendre en compte des aspects extra-financiers, de regarder l'ensemble des paramètres possibles imaginables sur une entreprise, pour l'analyser et pour en déduire si elle était un bon support d'investissement ou pas, c'est matérialisé et ça se confirme. Vous n'avez pas un peu fort là, accélération de la collecte, vraiment, pendant la crise? En fait, alors moi je ne maîtrise pas. Pendant la crise, c'est difficile parce que personne n'a rien fait pendant la crise. Mais si on regarde la tendance, c'est un peu ce que vous évoquiez au début. C'est depuis début 2019. Non, je crois qu'il y a BlackRock qui a sorti des chiffres là, il y a quelques jours en disant effectivement que la collecte était largement positive. Mais alors en fait c'est très positif et ça se compare au reste qui est en forte décollecte. Vous voyez, il y a ce phénomène-là, quoi. Ça fait un écart qui s'accroît de manière importante et cet écart s'est accru pendant la crise. Donc sur l'aspect simple des flux, oui. Alors mais les flux c'est un indicateur parmi d'autres de la qualité, moi je considère de ce type d'investissement. Mais au-delà de ça. Tout conforte l'analyse extra-financière pour être un élément important de réflexion pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un très bon moyen de filtrer la sélection qu'on peut faire sur une entreprise, donc effectivement sur les fonds, et ça se retrouve comme vous le disiez. Alors, il y a les flux, il y a aussi les performances pour le coup. Et là, si on devait regarder froidement les performances boursières de tout ce qui est indice ESG, est-ce qu'on peut parler, oui ou non, depuis le début de l'année, dans cette crise, de surperformance par rapport aux indices boursiers classiques? Est-ce que ça a mieux résisté à la baisse? Est-ce que ça a plus rebondi? Est-ce que c'est moins volatile? J'ai envie de dire, c'est quoi les chiffres? Si on compare, je sais pas, le MSCI World, ESG et MSCI World, pas ESG, qui est un indice mondial avec toutes les grandes valeurs dans le monde. Sur ces aspects-là, alors si on fait une photo début d'année à maintenant, il y a une surperformance assez marquée des indices extra-financiers, des indices qui composent des portefeuilles. Voilà,
c'est quelques pourcents. Alors après, ça dépend des secteurs, hein. En Europe, c'est plus vrai qu'aux États-Unis. Ça fonctionne plutôt bien en Asie également. C'est un peu moins vrai sur les marchés de taux, mais il y a une problématique de liquidité qui est un peu différente. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Alors après, moi, j'ai toujours deux bémols de regarder les performances sur une courte période comme ça. C'est il y a peut-être des biais sectoriels. Bah oui, Donc, une voie venir. Le biais sectoriel, c'est que manifestement, cette résilience s'expliquerait, certains disent, par le fait que les indices ESG sont moins exposés au secteur de l'énergie et du pétrole qui sont faits dézinguer. Donc il y a une espèce de truc opportuniste, conjoncturel. Et donc, c'est pas le fait de prendre, c'est pas le fait de prendre en compte justement ces critères ESG qui a fait la performance, c'est le fait de ne pas être investi sur un secteur qui s'est fait laminer, quoi. Voilà, alors ça c'était vrai dans le creux de marché, hein, c'était très clair. Dans le creux de marché, il y avait vraiment une surperformance pas mal liée à cet aspect de pétrole qui était moins présent dans les portefeuilles ESG. Mais d'un autre côté, dans le E de ESG, pas avoir de pétrole ou en avoir moins ou avoir les meilleurs du segment, c'est quand même aussi un peu de bon sens. Et pourquoi ce serait un biais particulier? Enfin, c'est un biais normal de construction de portefeuille. Après, dans le rebond, finalement, les valeurs les mieux notées sur le plan ESG ont également plutôt bien rebondi. Mais encore une Donc il fois, n'y a pas ce risque que si le pétrole rebondisse, les indices ESG risquent à contrario de sous-performer, puisqu'on a eu la surperformance pendant la baisse du pétrole, d'avoir l'effet miroir dans l'autre sens? Ouais, mais enfin, c'est pour ça que j'allais dire sur la performance sur courte période. Imaginons que le pétrole remonte très fortement. Bah oui, évidemment, il y aura des valeurs qui vont en profiter. Mais ces valeurs qui vont en profiter dans le segment pétrolier, c'est également à leur échelle, et si on les compare aux autres, sont celles qui sont les mieux disantes aussi. C'est celles qui Alors réfléchissent sur l'avenir. si on part du principe dans le secteur pétrolier, qui est bien noté, qui est vertueux dans le secteur pétrolier en Europe? Pas beaucoup. Ah, pas beaucoup. c'est réglé. Mais je dirais que, en fait, si on regarde les deux derniers à avoir pris des dispositions pour rentrer dans un schéma plus vertueux, c'est-à-dire on vous a perdu pendant 5 secondes. Excusez-moi. Non, je disais, c'est pas parce que je parlais de pétrole que vous m'avez perdu. Mais dans les valeurs il y a Total et BP, par exemple, qui ont annoncé des plans pour converger vers la neutralité carbone avec tous les défauts qu'ont leurs plans. Hein. Il y a plein de défauts dans leurs plans. Mais en attendant, ça les repositionne un peu mieux que des entreprises du même segment qu'on n'aurait rien à faire. Quoi, vous voyez. Donc, même dans un segment qui est aussi décrié que celui-là, il y a des nuances et on peut privilégier des valeurs qui sont mieux notées que d'autres. Donc ça, c'est le premier point dans l'analyse, c'est-à-dire que alors on commence à avoir un peu de recul. On est qu'en mai, mais nous, on est persuadés, et ça fonctionne bien sur longue durée, et ça, on vérifie, nous, de notre côté, depuis un bon moment, l'ESG a créé de la valeur. Alors après, ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la période actuelle, et c'est ce qui, je pense, devrait permettre une forme de pérennité de ça, c'est que c'est tous les critères qui rentrent en compte. C'est-à-dire que dans la période 2008, les critères de gouvernance avaient clairement été des critères discriminants. Et là, ce qu'on constate, c'est que le E, le S et le G ont la même importance quasiment dans la surperformance. Donc, ce qui donne un peu l'impression que quand vous êtes investisseur, il vaut mieux privilégier une entreprise qui se préoccupe de l'ensemble des paramètres qui la concernent dans sa chaîne de valeur, dans sa relation avec ses salariés, dans sa relation avec les parties prenantes, qu'une entreprise qui fait un focus sur un thème financier parmi d'autres. Donc ça, c'est quand même un point clé. Alors après, il y a un autre point qui, je pense, devrait être très important dans les années qui viennent, c'est que les gouvernements ont pris des dispositions pour maintenir l'économie à flot, hein, on le voit bien depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, aidés par les banques centrales. Et ce qu'elles vont faire maintenant, je pense, c'est qu'elles vont flécher l'épargne, c'est-à-dire qu'elles vont orienter l'épargne vers des investissements vertueux, hein, au sens large du terme, des investissements durables, etc. Et toute la réglementation pointe vers ça, et le Green Deal également, c'est-à-dire que le Green Deal européen oriente l'épargne vers des entreprises mieux disantes sur le plan J'entends. Moi, presque, quand j'entends ça, j'ai envie, par A plus B, que vous me prouviez, cher Alain, que les entreprises les moins vertueuses ont plus morflé en bourse depuis, alors pas sur 3 mois, mais sur 1 an, 3 ans, 5 ans. Ah, mais je vais prendre un exemple très simple. Et prenons des valeurs du CAC 40. Quelles sont les valeurs du CAC 40 qui sont plus durables? Est-ce que oui ou non, elles ont surperformé par rapport aux moins durables? Clairement, vous regardez. Je ne crois que ce que je vois.
Vous prenez des L'Oréal, des Danone, des Schneider, des boîtes comme ça, elles ont plutôt bien performé. Mais par rapport à quoi? Bien performé dans l'absolu par rapport au CAC, enfin, voilà, si on prend cet exemple-là. Mais prenez, moi je pense que, et ça c'était le premier, c'était la première, on va dire, premier objectif de l'analyse extra-financière, qui était quand même pas mal, qui concernait pas mal les institutionnels, c'était de limiter le risque des investissements. Et le plus grand risque que vous prenez en tant qu'investisseur long, c'est de vous retrouver investi dans des classes d'actifs ou des supports qui vont dans le décor, pour parler vulgairement. Vous prenez le plus caricatural de ça, c'est le charbon. Et vous regardez sur 10 ans les performances du charbon, de toutes les entreprises liées au charbon, c'est une catastrophe. Donc d'avoir évité ça, alors c'est vraiment typiquement le E qui a été en ligne de compte sur cet aspect-là, d'avoir évité ça, ça vous a très fortement aidé à surperformer, ça vous a éliminé des risques. Vous vous rappelez, vous avez connu ces fonds, le fonds Vice, vous savez, c'était le fonds qui jouait le jeu, le tabac, etc., les armes, etc. Et bien, pendant un moment, ce fonds surperformait. On était au début des années 2000. Voilà, et vous regardez, depuis, c'est des fonds catastrophiques en termes de résultats, parce que la pérennité de ces entreprises-là n'est pas assurée. Généralement, les managements de ces entreprises n'ont qu'une hâte, c'est de faire le maximum de profit le plus vite possible. Et ça s'est retrouvé à un moment donné, c'est-à-dire que la gouvernance est moins bonne, les parties prenantes sont moins bien traitées, et puis ça finit par se retrouver dans l'activité financière. Avant de parler de la bourse, ça se retrouve à un moment donné dans l'activité financière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un accident, vous ne le gérez pas très bien, et la performance économique de l'entreprise en souffre. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'ESG, c'est pas l'ESG qui est intéressant, c'est de se dire comment on fait pour orienter des investissements vers quelque chose de pérenne, de performant. C'est ça qui nous intéresse. Nous, chez OFI, on est une société de gestion d'actifs. On n'est pas, c'est pas une société philanthropique qui n'a qu'un objectif associatif, par exemple. C'est tout à fait louable. Mais nous, nos clients, on doit leur faire de la performance en limitant le risque par rapport à l'environnement général. Et l'analyse de ces informations nous permet de le faire. Donc, c'est un objectif de performance qu'on a dans ce... Et pour vous, indubitablement, les boîtes du CAC 40 qui ont les performances, qui ont les meilleures notes en ESG sont celles qui surperforment. Parce que moi, j'ai un contre-exemple. Alors, vous me direz les conjoncturels, mais prenez Unibail-Rodamco, les centres commerciaux. C'est peut-être une des boîtes qui est les mieux notées en ESG, et pourtant, ils perdent plus de 60% depuis le début de l'année parce que la crise du Covid, centres commerciaux fermés, voilà. Donc, c'est pas non plus, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de formule miracle. Non, mais bien sûr. Non, mais de toute façon, s'il y avait ça se saurait, on serait riches tous les deux. Ça se saurait. Non, mais par contre, le point qui est important, c'est que, et ça c'est une conviction, on verra, c'est intéressant, je vais noter cet exemple-là, puis on se reparlera de cet exemple-là typiquement, faut regarder cette entreprise-là par rapport à ses comparables, c'est-à-dire que par rapport à toutes les boîtes qui sont dans le même secteur. Parce que c'est sûr que si vous comparez Unibail par rapport à une boîte de tech qui n'a pas du tout les mêmes problématiques environnementales, même de marché, c'est sûr que vous ne pouvez pas comparer des choses de ce type-là. Et nous, ce qui nous intéressera dans ce segment-là, c'est de se dire dans l'immobilier, cette entreprise qui est bien gérée, bien gouvernée, qui prend en compte l'environnement quand ils achètent un centre commercial ou quand ils le font vivre, eh bien, nous, on pense que par rapport à ses pairs, elle aura une meilleure performance sur une durée 3 à 5 ans minimum. Vous voyez, c'est vraiment typiquement de l'investissement qu'on va faire. Donc ça, c'est comme ça qu'on va voir les choses. Évidemment, dans l'absolu, il y a des moments, Amazon, qui n'est pas très bien noté sur le plan extra-financier, peut avoir des performances parce qu'il se trouve que pendant un moment... c'est un contre-exemple parfait, ça. Ben oui, tout à fait. Oui, mais par contre, moi, je trouve qu'aujourd'hui... Parce que se priver des performances boursières d'Amazon, quand même, il faut le vouloir. Oui, mais après, si on regarde ça sur très longue durée,
Bon, après, je prends un exemple comme Amazon qui est un super contre-exemple, mais nous, dans notre esprit, c'est pas une boîte qui est très bien gouvernée, et à un moment donné, il se passera quelque chose sur cette entreprise-là. Je ne le souhaite pas, hein, c'est pas du tout la question, mais qui fera que par rapport à ses pairs, bon, il n'y a pas beaucoup non plus des pairs d'Amazon, hein, on peut difficilement la comparer avec plein d'autres boîtes. Et bien à un moment donné, elle souffrira de cet aspect-là. Et on l'a retrouvé dans plein de choses. Hein. C'est quelque chose qui est déjà arrivé un paquet de fois. C'est-à-dire que pendant un moment, les entreprises ont de très bonnes performances, mais si on se rappelle du secteur bancaire, qui avait de très bonnes performances pendant un moment, et puis qui s'est retrouvé prise dans tout un tas de problématiques liées à la transparence, à la gouvernance, au comportement, qui ont fait que ces segments ont largement sous-performé depuis, quoi. Après, évidemment, si vous comparez les banques avec des GAFA, vous allez comparer des choses et des navets, même sur le plan boursier. Mais en tout cas, dans un segment, et ça, on l'a vérifié des dizaines de fois. Si vous voulez, nous, on découpe en rondelles. Hein, si on prend un segment, on prend les leaders du segment et vraiment les plus mauvais de ce segment-là. Mais sur un horizon moyen-long, si on fait un portefeuille vraiment simple qui prend les 80% les meilleurs, c'est-à-dire que vraiment on va assez loin dans la qualité de la performance, l'écart de performance est énorme parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les boîtes mal gouvernées, qui ne prennent pas en compte les aspects sociaux, ont des accidents. C'est ça qui nous intéresse. C'est d'éviter l'accident. C'est d'éviter l'accident. De subir l'accident. Si tous les ans vous évitez les gros accidents boursiers, bon an, mal an, à la fin, vous arrivez à passer un peu entre les gouttes. Alors évidemment, on va être content dans une période comme en ce moment, parce que dans un moment où, dans le mois, entre mars et avril, le marché baisse de 30%, nous, on va baisser que de 23, 24. Donc on va se dire, c'est très bien en relatif, ça n'évite pas la baisse. Vous parliez tout à l'heure du Nibel, quand vous faites un portefeuille diversifié, vous avez des valeurs de l'immobilier, vous avez des valeurs liées à l'automobile, vous avez des valeurs liées à la banque, vous avez des valeurs liées à l'énergie. Donc, effectivement, vous n'allez pas pouvoir passer complètement à travers. Et par contre, ce qui est important, et c'est ce qui nous intéresse, c'est que sur un horizon long, vous allez retrouver au fil du temps un couple performance-risque. On en revient toujours à ça, qui va être nettement meilleur. Et la crise actuelle, pour nous, démontre que ce schéma fonctionne très bien. Puis là, on voit un accident qui est quand même très grave. Hein, et alors, ce qui va être intéressant, c'est dans la reprise. Dans la reprise, vous prenez les valeurs liées à l'automobile. Il y en a qui investissent beaucoup, d'autres qui investissent moins. Rien que sur ce critère. On finit là-dessus, puisqu'on parlait juste avant du plan de soutien au secteur auto. Pour vous, les meilleures valeurs en Europe qui respectent le mieux ces critères ESG sont ? Peugeot fait des gros efforts aussi. Beaucoup de fournisseurs font des gros efforts autour de ça. Et vous allez voir, c'est dans cette période-là que la gouvernance de l'entreprise et la manière d'aborder les problèmes va se retrouver. C'est-à-dire que si vos salariés ne sont pas formés, faire de la transformation, c'est très difficile. Quand vos salariés sont formés, vous pouvez les orienter vers d'autres types de production, d'autres modes de fonctionnement. Par exemple, dans le télétravail, on le voit aussi. C'est-à-dire que y a des entreprises qui n'étaient absolument pas prêtes en termes d'organisation pour laisser de la marge de manœuvre à leurs salariés, pour les laisser travailler. Qu'est-ce qu'il est bavard, cet Alain Pitous, il aime ça. Voilà. Il y croit. Oui. Il l'a chevillé au corps. Allez, merci en tout cas. Donc pour vous, en tout cas, non mais sans qu'il y ait un avant et un après, pour vous, l'ESG sort renforcé de cette crise, à l'évidence. Bon, c'est votre intérêt de le dire, mais... Non, mon intérêt, oui. Non, parce que ma question en direct, on finit 30 secondes, c'est que pour moi, c'est un marché d'instit, c'est un marché de banque privée. Quand est-ce que les particuliers vont pas prendre le relais, mais se dire, voilà, maintenant, quand j'investis dans mon portefeuille en assurance vie, en PEA, je veux que je veux qu'il y ait un label ESG, je veux m'assurer que cette boîte-là soit vertueuse pour l'environnement. Le label ESG, le label ISR plutôt que le label ESG. Le label ISR fonctionne très bien, ça c'est quelque chose qui permet vraiment de filtrer. Ouais, mais est-ce que les Français, les particuliers, ont ce réflexe-là ? Pas encore. Pas encore, mais c'est en train de venir. Ça aussi, ça change. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toute la configuration qui va vers ça. Parce qu'au départ, effectivement, vous disiez c'était de l'instit parce qu'on limitait le risque et les institutionnels. Derrière les instits, il y a des ménages, hein, il y a des retraités, il y a des. Voilà. Oui, tout à fait, mais eux, quand vous êtes mandataire, vous faites attention à ça, vous faites attention à limiter les risques. Et les clients privés se rendent compte, et nous avec eux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on met en avant aussi, c'est que c'est une manière de décrypter la stratégie des entreprises. Et quand vous décryptez la stratégie de l'entreprise sur tous ces critères, vous avez une meilleure visibilité de ce qu'elle va faire sur
sur un horizon moyen-long. Et à la fin, c'est ce qui sera pertinent sur le plan économique et ce qui se retrouvera sur le plan boursier. Pas forcément à la minute, mais ça se retrouvera. Enfin, à la fin, à long terme, comme disait Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Vous vous rappelez, hein? Bon, c'est pas demain. Merci en tout cas, merci beaucoup. Alain Pitou, ce fut un plaisir, directeur de la finance responsable chez OFI. Merci, bye. Au revoir.